Et bonsoir à tous, bienvenue au club. C'est votre nouvelle émission depuis la rentrée, vous le savez, on aime recevoir dans cette émission ces acteurs, ces héros de la pop culture qu'on aime, qu'on a aimé et qu'on aime toujours. Et cette semaine toujours avec, enfin ça fait toujours, je disais non parce que ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu, mais Sarah Scoté qui est à mes côtés. Bonsoir. Sarah Scoté à mes côtés, c'est oh beau. Waouh, Je le fais pas exprès, mais je le fais pas exprès et il vaut mieux. Oui. Merci en tout cas d'être revenu avec moi aujourd'hui pour accueillir une pointure. Que dis-je, un maestro du doublage. Il y a quelques mois, on recevait dans la loi des séries son comparse Emmanuel Curtil. Eh bien, le deuxième copain de moi arrive dans ce studio. Marc Lesser, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Comment ça va? Alexandre, bonjour Sarah. Ça va bien? Ça va bien? Ouais, je suis content d'être là. Bah ouais, moi ça fait très longtemps qu'on t'avait pas reçu. Et on va revenir vraiment sur ce parcours incroyable parce que je disais une pointure, un summum du doublage. On va y revenir. Mais on commence cette émission. On va replonger dans le passé de la télévision et tu vas voir qu'il y a un lien avec le doublage pour une actualité DVD. Vous allez voir une bande-annonce, c'est les formidables collections qui s'appellent Elephant Film. Ils ressortent des classiques de la télévision et ils ont décidé de ressortir pour ces fêtes, 2 adaptations des romans d'Alexandre Dumas et tu vas voir qu'évidemment l'une d'entre elles va te faire penser incomparablement au doublage. Voici la bande-annonce de cette série. Regardez, c'est une pointure qui est dedans, regardez. Voilà la plateforme de l'INA qui s'appelle Madeleine et ils ressortent donc D'Artagnan, les 4 aventures des 3 mousquetaires, c'est ça qui est vraiment génial. À la fois D'Artagnan, les ferrets de la reine, mais aussi Milady, le deuxième volet, et ensuite les autres 20 ans après et le vicomte de Bragelonne. C'est la seule série qui avait adapté les 4 aventures de D'Artagnan et des 3 mousquetaires. Et je le mentionne parce qu'évidemment il y a la suite avec Eva Green dans le rôle de Milady qui va sortir au mois de décembre, mais surtout parce que c'est Dominique Paturel. L'immense Dominique Paturel qui joue le rôle de D'Artagnan, qui nous a quittés il y a quelques mois, grande figure du doublage, on lui doit notamment d'être J.R. Ewing dans Dallas, mais tant d'autres. T'as travaillé avec lui, j'imagine? Oui, très souvent. Ouais, bah oui, sur Dallas. J'adorais. Évidemment sur Dallas. Non, mais pas que, je le connaissais. En fait, c'est un des premiers que j'ai rencontré parce qu'on a dû faire des Disney. C'était une voix Disney aussi, et j'ai dû faire des petits Disney avec lui. Alors pas des grands films, j'ai pas souvenir, mais oui, je le connaissais bien depuis tout petit. Et en fait, il ressort d'une classe. C'était un monsieur adorable. Moi, je l'avais rencontré chez lui pour une interview. Il était formidable. Il était formidable. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en même temps, Elephant Film ressort un autre classique de la télévision adapté de Alexandre Dumas. C'est Les Compagnons de Jéhu, qui est une adaptation aussi d'Alexandre Dumas sur des révolutionnaires hostiles à l'empereur Bonaparte. Donc, on est encore là dans l'actualité et qui veulent remettre sur le trône Louis XVIII. Et si je le cite, c'est parce que le héros de cette série, c'est Claude Giraud. Claude Giraud qui a été la voix de Cyrus Frog dans Harry Potter et puis évidemment Ulysse 31 et tant d'autres. Une grande figure du doublage là aussi. Ils sont tous passés par la télé, je pense à Philippe Auguste aussi. En fait, toute cette génération là, ils avaient derrière eux ou en même temps très souvent une assez longue carrière au théâtre et à la télé. Ouais, et ça t'aurais aimé en faire beaucoup plus? Mais moi j'en ai fait plein en fait quand j'étais plus jeune et c'est vrai qu'après je me suis un peu éloigné de ça parce que je faisais aussi beaucoup de musique. J'ai eu le problème aussi des enfants acteurs. J'ai quand même changé de tête quand j'avais 20 ans, ça c'était un peu plus compliqué, on va dire. Et puis je suis allé vers quand même le café-théâtre, des choses un peu plus underground, on va dire, voilà. Les caves, ça te connaît. Non, mais c'est ça. Non, un peu, ouais, parce que j'ai joué dans un petit théâtre qui doit plus il s'appelait le Bec Fin, qui devait être à peu près comme votre studio, comme ça. Voilà, donc j'ai tourné en fait, et puis ça, c'est arrivé après aussi sporadiquement. Mais j'ai un peu laissé tomber, voilà. Souvent, j'étais très traqueur en casting aussi, donc... Ça aide pas. D'où le doublage qui est pratique. Dès que je tournais direct, ça allait mieux que s'il fallait passer à un casting. Mais même pour le doublage, en fait. On va ouvrir le livre de cette carrière, justement. Je rappelle donc, D'Artagnan et les Compagnons de Jéhu viennent de sortir donc dans la collection Les Joyaux de la télévision, en version restaurée. C'est chez Elephant Film. Voilà, on continuera de vous donner des petits conseils cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Mais si vous avez envie de le redécouvrir, ou sinon, c'est sur la plateforme de l'INA, Madeleine, que vous pouvez la découvrir via notamment Prime Video. Allez, on commence à ouvrir le livre de Marc Lesser. Seulement on fait le premier tome. C'est comme l'Universalis, il y en a beaucoup. Évidemment, cette voix, toi, tu la connais. On est d'accord ou pas? Alors, on a eu un débat avant. On a eu un débat, ouais. On a eu un débat, parce que je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup de monde, je le sens. Je n'ai jamais regardé la série Friends. C'est pas voilà, grave, ça arrive. Il y a des gens comme ça. Ça se soigne, tu vois, t'as le droit de pas être parfaite. Mais pourtant, même sans avoir regardé la série, les voix, elles sont emblématiques quand même.
Parce que mine de rien, tu as toujours des extraits qui passent un peu partout, que ça soit à la télé, que ça soit sur les réseaux, etc. Les gens reprennent des morceaux. Ça... Donc en fait, les voix, tu les connais. Et c'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure, j'étais là. Ça donne tout de suite une personnalité. On n'a pas fait que ça souvent. Non, parce qu'en fait. Et ben justement. Commençons. Alors vous allez voir, on va faire des sauts dans le temps. On va passer d'un projet à l'autre. Mais c'est vrai que la saga Dragon Ball, elle t'accompagne quand même depuis longtemps, aussi bien à la télévision qu'au cinéma d'ailleurs. Bah c'est un truc de malade, on n'aurait jamais imaginé ça. Ça a démarré. Alors moi je suis arrivé sur Dragon Ball Z. Ouais. Avec le personnage de Trunks du futur. Exactement. Voilà. Donc ça devait être dans les années 1900. Vous n'étiez pas né. Et c'est vrai que on avait très peu de contact en plus avec les spectateurs à l'époque. Donc on était dans nos studios dans le noir et personne de toute l'équipe aurait imaginé que 30 ans après on en parle encore. Quoi. Et vous feriez des conventions. C'est incroyable, les gens nous accueillent comme si on était des héros, stars, des héros. Et d'autant plus que c'est un dessin animé. Je pense que les voix dans un dessin animé sont peut-être encore plus marquantes que quand c'est un acteur à l'image. Et on va voir apparaître en photo effectivement un des personnages iconiques qui est celui de Sangohan. Ouais. Parce que là tu dois aller en mode super-héros là. En fait quand Trunks repart dans le futur, il y a tout un changement d'arc et Sangohan devient un jeune adulte. Et comme on ne savait pas si Trunks allait revenir ou pas, parce qu'à l'époque on n'avait aucune info, Internet n'existait pas. C'est ça. Donc pas moyen d'aller regarder. Même pas 512K, rien. Non, rien, que dalle. Et du coup, il est arrivé, donc on m'a demandé de reprendre le rôle. Et j'aimais beaucoup cette période-là. Ouais, Sangohan, il est un peu gaffeur, il est un peu marrant. Il sort avec Videl, et puis ça se passe mal. Videl, Brigitte Lecordier faisait Videl à cette époque-là. Et puis il a sa petite choré, il fait le guerrier intergalactique. Ouais, j'aimais beaucoup cette période. Ouais, je te ferai pas la choré. Non, je te pas tout de suite. Mais évidemment, on salue évidemment. Alors toute l'équipe, ils sont très nombreux. Vous êtes très nombreux sur cette saga. Parmi les plus grandes voix du doublage, effectivement, comme on les aime, Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti, Éric Legrand, Céline Monsara, toi, évidemment, Patrick Borg dans le rôle de Goku plus adulte. Enfin. C'est hallucinant quoi. Non mais c'est complètement dingue. Et puis ce que les gens nous disent est dingue parce que depuis qu'on a des contacts donc avec les spectateurs, c'est quand même assez fou ils nous disent vous avez bercé mon enfance, on vous regardait après l'école après avoir fait nos devoirs. C'est souvent des histoires de copains en plus. Ils se réunissaient et puis ils magnétoscopaient parce qu'il n'y avait pas moyen de revoir. Donc celui qui ratait l'épisode, il mettait la pression aux autres. Surtout t'enregistres, voilà. Donc c'est très très étonnant et c'est vrai que ça fait partie de la pop culture maintenant. C'est même plus réservé. C'est-à-dire, ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, c'est-à-dire que même si tu regardes pas, tu sais que ça existe. T'as déjà entendu parler de Sangoku, T'as déjà entendu parler de Sangoku, de Gohan, de Dragon Ball, de Freezer, tout ça. Et puis tu sais quand il y a des maintenant il y a des chaussettes. On m'a offert un caleçon Dragon Ball Z. Quand il y a des caleçons Dragon Ball Z, c'est la gloire. Supersonique, je veux dire, ça c'est la gloire. Ça fait son effet vraiment. Voilà, c'est la gloire. c'est dingue ce succès qui ne se dément pas. Dragon Ball Z, ça date de 89. Donc et les derniers films qu'on a fait ont un succès de dingue quoi. Et même aux États-Unis, ça cartonne. Alors qu'avant c'était un peu plus centré sur l'Europe. Je me souviens d'un passage d'ailleurs dans les années 90, ça devait être une des premières télés en tant que comédien au Club Dorothée pour expliquer le doublage de la série. Non, c'était pas ma première télé parce que tu sais moi j'ai commencé à 7 ans mais pour le doublage, oui, c'était une des premières fois où ils s'intéressaient au doublage. Bon, c'était AB avec Dorothée, comme c'est eux qui le distribuaient, je pense qu'ils avaient un intérêt à le faire, mais c'était très très sympa cette émission. On avait d'ailleurs fait avec Brigitte Lecordier, ils avaient organisé un jeu, fallait deviner nos voix et moi je croyais que personne allait appeler quoi, et il paraît qu'on a explosé le standard déjà à l'époque. Et oui. Nous avait et alors maintenant ils explosent Internet. Le standard c'était quand on appelait au téléphone. Ouais, le standard. Et on essaie de les téléphones avec les fils là. Tu sais, c'est ce qu'on a avec certaines émissions de GVL. Je fais un coucou à Cédric Cizer, il y a des téléphones, on laisse un répondeur. Eh ben écoutez, on va remonter encore plus loin dans le temps. Oh là. Alors préparez-vous, chauffez votre voix. On écoute, petit extrait, regardez. Si nous voulons chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, fa, la, do. Répétons nos gammes et nos arpèges. J'adore cette séquence. Ouais. Alors on va corriger un truc quand même, c'est pas moi qui chante. C'est pas toi qui chante. Non, ils ont pas voulu. Là, c'est mon tout premier doublage. Alors, je fais la voix parlée. De Berlioz. Je chante un tout petit truc à un moment, mais ça ils avaient pas voulu. J'avais quand même que 7 ans et demi.
C'est ton premier rôle? C'est vrai, c'est mon premier doublage. Je faisais, en fait, j'allais. Tu veux la petite anecdote? Vous voulez l'anecdote alors? Allez. Alors en fait, ma mère était artiste, elle était chanteuse et comédienne et elle faisait beaucoup de music-hall, on vivait un peu partout en Europe. Et là, on revenait d'Allemagne, on s'est réinstallé en France. Moi, j'allais au conservatoire de musique et ma sœur aînée voulait être danseuse, donc elle prenait les cours et ils nous ont mis à l'école des enfants du spectacle, qui est une école avec des horaires aménagés. C'est-à-dire qu'on allait à l'école que l'après-midi, le rêve à peu près de tous les gamins de cet âge-là. Et, mais on bossait à côté. Et je faisais partie d'une petite troupe de théâtre d'enfants qui jouaient pour des enfants. Donc c'était rigolo, ils nous baladaient en autocar, on allait en tournée en France et tout. J'avais commencé à tourner le film parce qu'il y avait des metteurs en scène qui venaient faire des castings dans l'école carrément. Donc des fois on était en train de faire du français et puis il y a un mec qui disait tiens toi montez voilà. Et puis il y avait une famille qui faisait beaucoup de doublage, qui a dit à mes parents ils cherchent ils cherchent des vraies voix d'enfants. Des vraies voix d'enfants. Et mes parents m'ont emmené dans ce studio magnifique qui s'appelait le studio SPS dans le 13e. Une vraie petite salle de cinéma, les fauteuils rouges, un énorme écran. Et je fais cette scène pour l'essai. Ils nous avaient mis la scène quand ils se courent après, qu'ils vont dans la chatière. Ah bah oui. Moi d'abord. Pourquoi toi d'abord? Ouais, je m'en souviens encore. Et moi, je trouvais ça génial. T'as 7-8 ans, c'est hyper ludique à faire. Et j'ai été pris. Et pour finir l'anecdote, il faut savoir que je parlais plusieurs langues parce qu'on avait vécu. Donc, je parlais allemand, je parlais anglais parce que mon père était américain. Mais je lisais pas bien le français encore. Je venais de rentrer au CP en France. J'étais obligé de redoubler. Et du coup, j'apprenais les phrases par cœur. Et on me tapait sur l'épaule. Juste avant. C'était à toi. Une seconde, genre une milliseconde avant que ce soit à moi. Eh ben écoute, moi je te propose maintenant de prendre ta revanche. Ah, attention. Parce que j'ai les paroles de. Ah bah alors là, ça va être terrible, ça va être. Est-ce que tu voudrais pas... attention. Est-ce que tu voudrais pas nous le faire voilà. Alors, faut le faire avec moi. Alors attends, c'est quoi? Do mi sol do sol mi do. Non, si c'est pas nous ça. Voulons. Le vrai musicien répète avec ardeur. Alors je me rappelle même plus les trucs. Vas-y, attention. C'est ici. Ah voilà. Si nous voulons chaque jour. Je me souviens plus. Si nous voulons chaque jour les pratiquer. Ah oui, c'est ça. Nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, fa, la, do, la, do. Et il en manque une. Répétons nos gammes et nos arpèges. Voilà. J'ai plus du tout la même voix. J'ai quand même fini par muer. Hein. Mais elle est géniale. Ben oui, évidemment. Et vous vous êtes retrouvés il y a quelques jours à Paris. Alors, il y avait pas. Alors, Vanina qui faisait Marie a pas pu venir. Vanina Vinitsky, Vladimir Vinitsky qui faisait donc comment il s'appelait, Toulouse. Ouais. Il vit au Canada maintenant, donc c'était un peu loin. Et ils étaient à l'école des enfants du spectacle avec moi. Ils sont plus âgés que moi. Par contre, il y avait Michel André qui faisait notre maman. Il y avait le descendant de Michel Chevalier aussi. Et il y avait les descendants de Maurice Chevalier qui étaient là. Et puis, il y avait quand même José Germain, qui est le chanteur qui faisait Scat Cat. Ah ouais. Et voilà, bon, Roger Carrel n'est plus là, il faisait Roquefort. Et il faisait aussi Un des chiens. Ouais. Non, mais c'était un doublage extraordinaire. Et d'ailleurs, pour parler de Roger Carrel, une petite aparté, nous, il voulait nous enregistrer les trois gamins à part, mais Roger, lui, il voulait être avec nous. Donc, il a fait ses scènes avec Roquefort, avec nous, parce qu'il trouvait ça sympa, et puis nous, il nous aimerait. Donc, en vrai, c'est le premier que j'ai rencontré. Grande figure aussi. Extraordinaire. Immense. D'une gentillesse. Tout le monde veut devenir un casse. Et puis, tu apprends tellement de choses quand tu vois ces gens-là travailler. Ouais. Moi, je trouvais ça passionnant. C'est hyper ludique le doublage. Hein. Quand t'as 8 ans, t'es au spectacle. Hein, mais quand t'es grand comme nous, mais quand t'es grand aussi. ça reste extrêmement ludique. C'est vrai. Ça reste extrêmement ludique. Berlioz, qui reste un personnage évidemment extrêmement important. Je suis déçu de savoir que c'est pas toi qui chante. Voilà. Mais tu t'es très bien et dans le Pinocchio non plus, c'est pas moi qui chante. J'ai passé le casting. Le Pinocchio, j'ai fait la voix parlée. Aussi, quelques années après, je devais avoir 11 ans quand on a fait ça. Et c'est une femme, je me souviens jamais de son nom malheureusement, qui a été choisie pour faire la voix chantée. Disney faisait souvent ça parce qu'ils avaient quand même leurs équipes de chanteurs qui avaient l'habitude.
etc. Donc, puisqu'on est sur Disney, je pose la question à chaque fois que j'ai quelqu'un qui a travaillé sur Disney, qui a fait du doublage en Disney. Un mot, parce que je pense que tu as travaillé avec cette grande dame que nous on avait reçue ici à plusieurs reprises, Claude Lombard. Oui. Parce que ça a été une figure évidemment extrêmement importante pour tous les gens qui ont travaillé sur Disney. Oui, alors bizarrement, Claude Lombard, moi je l'ai pas connu sur Disney parce qu'à l'époque, c'était pas elle. C'était pas elle encore. Non, c'était Jean Cusack, je crois. C'était quelqu'un d'autre. J'ai travaillé avec Claude après pour d'autres dessins animés. Je me souviens plus trop sur quoi. Bah, mais tu as travaillé avec elle, je m'en souviens, je vais te dire aussi sur. C'est vrai. On va en reparler tout à l'heure. Faut que je t'appelle quand je. On va en reparler tout à l'heure. En fait, faut que je t'appelle quand je me rappelle plus d'un truc. Elle a participé à un épisode musical d'une série. Ah oui, ça y est, je vois. On va en reparler tout à l'heure. C'est pas elle qui dirigeait. Bon, vas-y. On va en reparler tout à l'heure justement. Continuons. Un petit bond dans le temps. Regardez une autre figure importante de la carrière de Marc Lesser qu'on va voir apparaître. On est au milieu des années 80. J'espère qu'il va apparaître. Voilà. Là, j'ai très peur. Regarde, il est là. Il est beau, hein. Il est beau, hein. La vache. Johnny Depp. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aurais dû amener une photo de moi à la même époque. J'étais aussi beau. T'étais aussi beau, moi, je trouve. Mais oui. 21 Jump Street, quand même. Tom Hanson. Non, mais énorme. Non, mais tu commences bien quand même, hein. Ah oui, ça c'était pas mal, ouais, c'était bien, ouais. C'est le premier rôle de Johnny Depp quasiment à la télé. Il avait fait Les Griffes de la Nuit au cinéma, mais... Ouais. Bah, c'est le premier rôle où il est mis en valeur, on va dire. Hein. Je pense qu'il avait fait d'autres trucs avant. Non, bah, c'est un acteur magnifique. Il avait un charme fou. Tout le monde était... quand on voyait les images ou quand on a découvert la série, tout le monde était sous le charme. De la série elle-même, quand même, parce que à l'époque, c'était un ovni. Il faut replacer ça, c'est quoi, 1980, 87 87, ouais. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a plein de séries pour les jeunes adultes, les ados, etc. Mais ça n'existait pas, puisqu'ils ont du charme, c'est très bien écrit, bien fait. Ça a dû vieillir un peu maintenant. Ouais, mais ça marche quand même. Mais... C'est des flics infiltrés, des jeunes flics infiltrés dans les écoles pour faire tomber les criminels. Ouais. Donc, Et première série qui parle sérieusement d'un tas de problèmes de l'époque, le sida, le viol, le harcèlement. Donc quelque part dans l'air du temps, un peu en avance. Et qui donne souvent le point de vue des jeunes, ce qui ne devait pas tellement exister à l'époque. Non. Donc, il n'y avait pas beaucoup de héros jeunes non plus. Non. Donc, Et une bande-son de malades. Moi, je leur disais tout le temps, vas-y, mets-moi le générique. J'essayais de repérer les trucs parce qu'il y avait des trucs à l'avant-première. À la fin. Ouais, qui n'étaient pas encore sortis en France. Donc, je repérais des trucs. Et non, c'était Stéphane Ducanel, le créateur de la série, qui est un grand créateur de série, et Johnny Depp, premier grand rôle à la télévision de Johnny Depp. On a tous pu faire plein de choses différentes dans la même série en plus, parce que comme souvent eux-mêmes jouaient des rôles pour s'infiltrer, c'était vous pas une toujours aventure. que des flics. Et puis je vais dire un truc qui va faire peut-être un petit peu vieux con, mais j'ai l'âge pour le faire maintenant. Vas-y, moi j'ai l'âge pour t'entendre. On prenait tout notre temps. On avait beaucoup de temps. On va beaucoup plus vite, trop vite à mon goût maintenant. Je trouve que jouer la comédie, ça prend un petit peu de temps. Bon. On est assez habile, on a l'habitude, mais je me souviens même avec Patrick Laplace qui faisait mon acolyte principal, comment il s'appelait, Penhall. Oui, Doug Penhall. Avoir demandé au directeur artistique de refaire une scène ou deux, une séquence le soir quand tout le monde était parti parce qu'on n'était pas complètement heureux avec ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, tu n'as plus le luxe de faire ça, sauf sur un très grand film où là tu as tout le temps qu'il faut. Mais sur ce genre de série, c'était assez dingue. Personnage suivant qu'on va voir apparaître à l'image. On continue évidemment de dérouler un peu cette carrière de Marc Lesser. Là, je l'ai choisi parce que t'en as quand même fait un paquet. Ah, je les ai tous faits, je crois. Toutes les couleurs. Donc là, on est sur Rose. On est sur Bioman. J'ai pas fait Rose. On est sur Bioman 3. Oui. Live Man dans le club Dorothée. Tu joues Force Rouge quand même. La Force Rouge. En ce moment, tu joues Force Bleue dans Power Rangers. Ouais, enfin c'est bleu enfin tu vois bleu vieux quoi, bleu un peu, vieux. parce que c'est un vieux Power Rangers. C'est ça, c'est un vieux Power Rangers. C'est pour les 30 ans de la série, mais là c'est c'est Red dans Bioman 03. Ouais. Et t'en as fait un paquet, des trucs comme ça. J'ai fait, je crois, Spillvan, Liveman, je sais plus quoi, Man, tous les man, je crois. tous les man. J'ai dû faire Force Jaune. Des fois, je fais le méchant ou l'acolyte à côté, pas très adroit, un peu neuneux, vraiment, quoi. Mais c'est un très bon souvenir, ouais, les Sentai. C'est marrant d'ailleurs parce que le doublage était traité quand même un peu à la légère, on va dire, de ces trucs-là. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on n'avait pas cette culture japonaise qu'on a maintenant, donc on ne savait pas du tout ce que c'était que ces trucs. Et en plus, notamment, il y en a une où c'était un peu violent avec les monstres qui apparaissaient.
et où ils essayaient d'édulcorer tout le temps, donc dans l'adaptation. Avec des petits jeux de blagues. Voilà. Et du coup, nous, on se sentait moins investis. Du coup, on rajoutait des bêtises qui étaient marrantes pour nous, mais qui étaient certainement moins dans la série, quoi. Alors que tu as vraiment des gens qui adorent ces Sentai. Qui sont très ça existe depuis la fin des années 70 au Japon, ça existe toujours, et Raim Saban les a rachetés pour faire les Power Rangers aux États-Unis. Ouais. Ça fait 30 ans que ça dure. Et donc, c'est un vrai style, et il y a vraiment des fans qui adorent ça. Et là, depuis qu'ils m'ont rappelé pour refaire les Power Rangers, en plus c'est marrant, le rôle que j'ai, c'est un rôle qu'on a partagé avec Alexandre Gillet. Oui. Parce qu'il faut savoir que la boîte pour laquelle on faisait ça à l'époque, ils s'en foutaient un peu, genre t'étais pas libre, j'étais pas libre, ils appelaient Alexandre était pas libre, il m'appelait moi. Donc et c'est génial parce que c'était l'un des héros de la première série de 93 qui revient aujourd'hui. Qui était parti d'ailleurs. Qui était parti, bien sûr. Il y a eu plein d'histoires qui se sont succédées. Et donc voilà. Donc ça c'est Liveman, c'est le Bioman 03. Ce que j'adore, c'est qu'à l'époque on appelait Bioman 1, Bioman 2, Bioman 3, alors qu'ils ont aucun rapport entre eux. Et que c'est pas des Bioman. C'est celui où Dorothée a tourné, non? Parce que alors Dorothée en a fait plusieurs, mais je crois qu'elle a fait celui-là, puis elle en a fait un autre qui s'appelait Jiraya. J'ai dû faire un truc. T'as fait un truc comme ça. On va faire une petite pause si vous le voulez bien, parce qu'on faut faire rentrer un peu d'argent. On va faire un petit peu de publicité. Et voici un spot de pub. Regardez. Samar Lessive, bien sûr, c'est pour les murs. Mais c'est bien plus que ça. C'est un nettoyant unique à doser selon la saleté, même la plus tenace. Il n'y a pas mieux pour nettoyer vos sols en profondeur. Dégraissez à fond votre cuisine. Et je ne vous ai pas tout dit. Samar, ce qu'il dit, il le fait. Et retrouvez toute l'efficacité de la lessive Samar maintenant en gel. Parfait pour les petites surfaces, il s'utilise dans toute la maison. Nouveau, lessive Samar en gel. Alors, je vais quand même... J'espère que vous allez toucher plein de sous. J'espère qu'on va toucher plein de sous. Alors, il a, pendant qu'on faisait le truc, qu'on voyait la publicité, il m'a dit non, mais t'aurais pu mettre celle où je chante, parce que quand même, ça aurait été plus drôle. Et alors, moi, je reprends le slogan de cette pub, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Donc il chante. Je ne sais plus ce qu'il chantait. Vous me demandez des trucs, si on a fait ça il y a des années. Mais oui, c'était assez rigolo à faire. C'est court quand on les voit comme ça, mais vous pouvez passer des heures à faire ces trucs-là. On avait mentionné une pub une fois avec Sarah. C'était une pub avec Michel Barouille qui faisait une comédie musicale pour du papier toilette. Et on a fait des trucs hallucinants. J'ai fait des chœurs pour des pubs aussi. Castorama, j'ai dû faire avec Jean Schultes et tout ça. C'était assez rigolo. On a passé la matinée à faire Castorama. Non, faut faire d'accord. Castorama. Ouais. Non, mais quand tu fais la lessive, tu as le service juridique, tu as le service artistique, tu as tout ça. Et j'ai vu des séances des fois où moi je partais manger, je revenais l'après-midi, quoi. Et on était obligé de prolonger les journées parce qu'ils se mettaient pas d'accord. C'est très long à faire. Pas toujours. Mais il y a des trucs rigolos. Ils sont venus me filmer parce qu'ils voulaient faire un super lip sync sur une des pubs. Donc ils viennent, ils me filment toute la matinée, super. Et puis ils me rappellent genre 15 jours après et on change tout le texte. Mais ils sont pas revenus me filmer. Donc si tu veux, ça devait pas être très synchro. Ça devait pas être trop mais synchro. C'est rigolo à faire et c'est vrai que les gens qui font de la pub, ils aiment bien les comédiens qui font du doublage parce qu'on est assez rapide à construire un personnage, quoi. Mais ça marche, j'ai fait des années. À un moment, ils étaient sponsors, je crois, d'un truc de tennis là, à Roland-Garros. Et ils balançaient la pub à chaque changement de côté. Oh putain. J'avais des messages d'insultes des copains qui disaient on en a marre, t'entends, on est en train de regarder le tennis. Mais alors il est pété de thunes. Mais non, malheureusement non. Malheureusement, on est pas mal payé, mais c'est non. bien le problème de c'est ce pas qui la s'est diffusion. Dans cette grève dans les années 90, notamment. Photo suivante. Il va falloir se forcer un petit peu pour reconnaître Marc Lesser, peut-être. Oh là. Bah si, ma poupoule, mon poussin, mon petit poussin. Évidemment. Bah oui. Et ça va avec de pair avec la photo suivante qu'on va enchaîner, évidemment, tout de suite, parce que c'est la suite, évidemment. Regardez, je l'ai bien choisi. Ah ouais, elle est très bien. Ah ouais, c'est tout à fait lui. C'est tout à fait lui. Joey. Alors voilà un personnage. On parlait de Gohan tout à l'heure qui t'a accompagné, mais celui-ci. Ouais, c'est marrant parce qu'on a eu des échanges évidemment avec ce qui s'est passé dernièrement avec Emmanuel Curtil qui faisait Chandler et quelque part on s'est dit que on avait eu énormément de chance nous aussi de les croiser à notre petit niveau, quoi, de les rencontrer, et on a eu énormément de chance de le faire ensemble avec Emmanuel parce qu'on s'entend particulièrement bien. Et c'est quand il y a des événements un peu, la disparition du comédien qui faisait Chandler, Matthew Perry. Matthew Perry,
c'est là où tu te dis, ah ouais, c'est quand même du bol d'avoir participé à ça. Et ça me colle à la peau, les gens reconnaissent ma voix là-dessus. C'est fou parce que je suis quand même parti, j'ai pas fait la 9e saison, ni la 10e. Mais c'est incroyable l'impact de cette série, c'est impressionnant parce que à la différence de Dragon Ball, il y a quand même eu des événements. Ils ont fait des films, on a fait Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Super. Donc il y a de l'actualité. Friends, il n'y a plus d'actualité depuis. Il y a 8 saisons 2004. Et c'est fini. Ouais. Et pour toi, 2002. 2004 et pour moi, 2002, ouais. Enfin, non, je crois qu'on était décalés dans l'enregistrement. Oui. Mais bon, voilà, grosso modo. Et en fait, c'est toujours là. Ça doit être une des séries les plus rediffusées. Tu veux regarder du Friends, tu te mets dans le canapé, tu zappes. Elle est sur Netflix, pas plus en ce moment déjà. Tu l'as partout, quoi. Et puis il y avait un vrai travail de création aussi de votre part sur cette série. C'est-à-dire qu'on travaillait un peu différemment à l'époque. On était un peu moins surveillés, on avait plus de liberté. Et puis, tout dépendait. Là, il y avait quand même une très bonne équipe. Il y a eu des hauts, des bas, mais on s'entendait bien. Et notamment moi avec Emmanuel, dès qu'ils sont ensemble là dans leur appart et tout, oui, on a inventé des petites choses qui nous venaient spontanément. Hein. Quelle est ta phrase préférée, Sarah, de Friends Faudrait faire un gros plan sur mon regard. C'est laquelle c'est... Salut Sarah, ça va toi? Non mais c'est exactement ça. Non mais c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que aujourd'hui effectivement il y a une espèce de retour un peu en arrière où les gens aiment vraiment beaucoup la VO et tout ça, mais à l'époque il y avait un vrai boulot qui a été fait. Écoute, je sais pas si les gens préfèrent la VO ou pas, parce que là on n'arrête pas de me reparler de Friends, il y a une nouvelle génération qui regarde. Et qui la découvre en VF. Ils ont 13 ans, 14 ans, moi ça m'épate, je discute beaucoup avec eux, parce que je dis mais vous trouvez pas ça vieux, ringard? Ils disent oh non, ça nous fait marrer, c'est rétro. Ils trouvent qu'il y a des sujets finalement assez actuels, traités différemment que maintenant, on est d'accord. Et ils regardent la VF, ils regardent pas la VO, je suis très étonné, parce que maintenant on a le choix. Ouais. Ah ouais, mais la VF, moi je t'avoue que je regarde beaucoup la VO des séries, mais Friends reste. Je vais te même te dire un truc, je bascule en VO sur Friends à la 9 et à la 10. Ah, c'est adorable. Parce que pour moi, j'adore tellement ce que vous avez fait. Et c'est vrai que je trouve que vous êtes. Évidemment, il y a Mike Dara sur Monica, Dorothée Gemma, Michel Lazorne, Michel Lituac. Évidemment, vous êtes formidables tous. Mais ce binôme que vous avez constitué, moi, Joey est mon personnage préféré avec Chandler. Et vous avez constitué un binôme tous les deux qui est absolument génial. Ouais, c'est vrai qu'avec Curtil, dès qu'on se remet ensemble, vous avez vu peut-être les images de ce qu'on a fait avec Donald Renew sur Twitch, je veux dire, dès qu'on est ensemble, oui, ça redémarre aussi sec, je peux pas te dire, c'est comme ça, on s'entend super bien, on est hyper à l'aise. Non, mais c'est une série, ça nous a marqué, et c'est dingue parce que d'ailleurs, faut quand même remettre les choses en place. Nous, ça nous faisait bosser que 12 jours par an, hein. Parce qu'ils nous demandaient de faire 2 épisodes par jour. Il y avait 24 épisodes par saison, pardon. Et donc, ça fait que 12 jours de boulot dans l'année. Mais ça a pris une place dingue. Je regrette pas du tout. Je regrette pas non plus d'être parti, puisque un de nos conflits, c'était de leur dire que nous, on allait en bouffer pendant des années derrière. Ce à quoi on m'a répondu « Oh, vous avez pris le melon, Friends, dans 10 ans, on n'en parlera plus. » Et puis 25 ans après, on nous rappelle pour faire un truc. Donc, je suis bien content. Finalement, j'avais raison. J'ai bien fait d'aller au bout de ce que je pensais. Mais c'est extraordinaire. Là, on parlait de pop culture tout à l'heure. Ça, c'est vraiment devenu de la pop culture. Et je me suis rendu compte de l'importance de ça, de la VF, malgré ses défauts. Parce que même moi, quand j'en réécoute, il y a des trucs, je me dis « Ah ouais, c'est quand même dommage. » Mais il y a 2 choses que je voudrais dire là-dessus. D'abord, on n'avait pas les infos qu'on peut avoir maintenant. Même sur Friends, hein, on est en 94 quand on démarre le doublage. Alors on est libre aussi parce qu'on démarre pour Canal Jimmy, qui en fait était obligé de faire la VF, mais eux ce qui les intéressait c'était la VO. Ce qui fait que du coup on faisait ce qu'on voulait et ils nous surveillaient certainement pas beaucoup. Non. D'ailleurs au début les Oh my God on les gardait en anglais, on faisait juste un accent français énorme, Curtil faisait Oh my God, voilà. Et ça je crois que quand France 2 a repris ils nous ont refait faire des trucs dont certains Oh my God. Ah oui, parce que d'un seul coup vous débarquez en prime time en plus. C'est ça. Et ce que je vais dire, par exemple, pour le salut, ça va toi, c'est vrai qu'on a tâtonné au début pour des questions de... C'était difficile de trouver un truc qui soit bien synchro. C'était How you doing. En plus, avec l'accent très américain. Donc au début... et puis, on n'avait pas tout de suite
capté que ça allait devenir un leitmotiv, quoi, et que ça allait revenir, parce qu'on n'avait pas ces infos-là. Hein. Donc ça, c'est une chose. Donc après, on a essayé de toujours remettre la même chose. Et donc, c'était pas évident d'avoir des infos sur tout ça. Et je me suis rendu compte quand même de l'impact de la VF, parce qu'un jour, moi j'habite plus Paris depuis très longtemps, je prends mon train à Montparnasse, je vais boire un café avant, il y a une table de jeunes gens universitaires qui sont là, à 8, et puis j'entends vaguement qu'ils sont en train de parler de Friends. Et qu'est-ce qu'ils citent ? Nos phrases, les bêtises de Kurt Hill, en français. Pas du tout en anglais. Cours Jasmine, ça te donnera bonne mine. C'est exactement ça. Il parlait de trucs comme ça et je fais le gros tout nu. Il citait le gros tout nu, tout ça. Je fais ah ouais, quand même, ça a un impact. À l'époque, il n'y avait pas les conventions, tout ça quoi. Comment est né Copain de moi ? Alors Copain de. Il faut quand même l'expliquer parce que ça ouais, c'est quand même. J'adore ce truc-là. C'est le truc que je reprends à chaque fois. Alors. Bonjour Copain de moi. Alors Copain de moi, c'est un truc qu'on a fait avec Kurt Hill, pas du tout dans Friends, mais on l'a recasé dans Friends. Ouais. Comme le moite aussi, il y a un moment je fais des liaisons, des mauvaises liaisons, tu vois, donc j'ai dû dire un moite aussi quelque part dans Friends, mais en fait ça vient d'un autre film qu'on avait fait avant, un sous Wayne's World. Emmanuel il avait fait, donc je sais plus comment il s'appelle dans Wayne's World, et derrière il y a eu une flopée de films un peu dans le même genre. Oui, tout à fait. Et il y a eu un film, il y a des gens qui m'ont envoyé d'ailleurs des extraits, je me souviens plus du nom du film, mais alors c'est deux musiciens un peu ratés qui font du thrash, qui font du métal, et deux jeunes dans un patelin paumé des États-Unis, et ils arrêtent pas de parler de groupes, Don't Fear the Reaper. Alors dès qu'il y avait un nom anglais, on mettait un accent franchouillard, mais à mort, parce que ça, je sais pas, ça nous amusait à l'époque. Et il y a une des scènes où il dit tiens je te présente un copain, et c'est sorti comme ça, je sais même plus si c'est Emmanuel ou moi, mais copain de moi, et du coup on l'a repris dans ce film là et on l'a recasé dans Friends. Et c'est devenu l'une des signatures de Friends. Alors, tu as en face de toi la caméra, il faut qu'on l'isole. Oui, parce que tu fasses un bonjour copain de moi. Alors vas-y, attention, on y va. 3, 2, 1. Bonjour copain de moi. Bah tiens, alors les rires, on peut en parler. Bah oui, bah tiens, parlons-en des rires. Regarde, on enchaîne avec la photo suivante. Je sais ce que tu vas montrer. On va enchaîner avec la photo suivante. Ah ouais, j'adore. Voilà, parce que c'est la filiation. Oui, c'est le grand frère, on va dire, Sacha Mitchell. Alors, Notre belle famille, la petite histoire. Tu connais ? Je le double dans La fin de Dallas. Oui. Il fait le fils caché de JR. Petite anecdote, donc il y a la scène, on est supposé revenir de France avec ma mère, elle me présente à JR, Dominique Paturel, donc pour boucler la boucle. Et je suis au micro avec Dominique Paturel, que je connais quand même depuis 15 ans à l'époque, tranquille. Et ma mère fait, voilà ton fils. Et il fait son rire de JR à côté de moi, j'ai dans l'oreille comme ça qu'il fait. Et j'ai pas pu enchaîner. Et il me regarde, je fais non mais c'est magique de t'entendre. Tu vois, même moi, on est quand même un peu fan, de ces gens-là. Et je fais ce Sacha Mitchell qui est franchement assez mauvais dans Dallas, on est d'accord. Un peu partout dans Marc. Ouais, mais bon, particulièrement dans Dallas, il est obligé de mettre des costumes. C'est un sportif, un gros karatéka. Il sait pas du tout comment se tenir dans un costume, voilà, etc. Donc pas terrible. Quelques mois après, il m'appelle. Il devait être copain avec Patrick Duffy. Il m'appelle, qui faisait donc Bobby, c'est ça, oui. Ewing, doublé par Philippe Auguste. Donc il m'appelle parce qu'il apparaît dans une série que dirige Philippe Auguste avec Patrick Duffy. Et moi, sur le coup, je me dis. Oh là là, il était mauvais, je vais pas aller le redoubler, quoi. Je voulais pas y aller. Puis finalement, bon, t'as besoin de taf, t'es intermittent du spectacle, donc j'y vais. Et j'ai pas regretté, parce que Philippe me dit, regarde, alors c'est mon neveu, il vit dans son van, dans le garage, et fais ce que tu veux, il est rigolo, il fait n'importe quoi. Et j'arrive et il se met à chanter, il tombe amoureux de Dana, une des filles, et il se met à chanter Dana, 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 des trucs comme ça, et on me laisse faire ce que je veux, et je remarque qu'il a un rire, je sais plus comment il faisait, mais bon, un peu poussé, on va dire, et ça a été un rôle magnifique. Et Philippe m'a vraiment donné une chose parce que et t'as fait ton rire. Ouais, c'est là où j'ai commencé à faire les. Alors, lui, il était un peu plus différent, mais voilà, quoi, il y va à fond. Et puis surtout, il était toujours un délire. Et puis, tous les trucs, c'est moi le délire, c'est moi qui ai pensé. Metal Trash, il faisait aussi des fois, il faisait Metal Trash.
Instant fugace de bonheur. J'ai même Mais réussi à oui mettre. C'était génial. Il arrive dans la pièce, il y a le couple qui s'embrasse et il y avait un truc bateau. Oh, excusez-moi, un truc à la con comme ça, en anglais. Et moi, j'ai fait instant fugace de bonheur. Et à l'époque, ces trucs-là, on les gardait. Philippe, il dit, ah oui, c'est rigolo, t'as raison, vas-y, on garde ça. Et vraiment, je le remercie parce que ça m'a appris à être libre. Pour dire un truc un peu plus sérieux que tout ça, en tant que comédien, t'es devant un micro. Tu doubles un acteur qui a déjà tourné avant toi, le cadre est rigide ou semble très rigide. Bien sûr. Mais dans tout ça, on a un espace de créativité, on a un espace de liberté. Et grâce à ce rôle-là, j'ai vraiment appris à le saisir, si tu veux, cet espace-là. Cet instant fugace de bonheur. C'est l'instant fugace de bonheur et à faire des choses qui, je crois, s'adaptent bien au personnage. Il est libre, Marc. Oui, c'est ça. Il est libre, mais c'est Marc. très important. Je pense que Curtil, tous ces gens-là, évidemment. des gens comme Emmanuel Garigeau, tout ça, ils te raconteront la même chose. Qu'il faut acquérir cette liberté-là. Tu parlais de Roger Carrel. C'était fou. Gérard Hernandez, moi, je les ai vus doubler. Je suis allé faire des trucs sur les mopettes. Une fois, j'étais gamin, même, je me suis gouré. J'arrive, ils font les mopettes. Je suis resté. T'avais à la barre, t'imagines, t'as Pierre Tornade, Micheline Dax, c'est un bonheur. Francis Lax, toute la bande, et tu fais. Oh là là, je saurais faire ça, je serais une brute, quoi. Et ben voilà. Mais bon, je sais pas si je sais faire ça. On mais y en est. tout cas, Si, tu es un très très bon. Tu es un très très bon. Arrête. Et c'est Ville important. flatteur. Ville flatteur, je te dirais que je t'enverrai le chèque à la fin. c'est moi. Faisons un petit break aussi avec un nouveau générique. Oula, et on en parle tout de suite, regardez. Et voilà, Buffy contre les vampires. Ça, tu connais, ma Sarah, je pense. Hein, t'as été... Buffy. Et quand même, personnage iconique. Ouais. Je te vois bien en chasseuse de vampires. J'adore. Franchement, si mais ça tirait tellement bien. Mais évidemment, à jouer Buffy, c'est juste. Ça tirait tellement bien. Ah ouais, ça a duré non. longtemps en plus. Hein. Ça a duré 7 saisons. On va voir d'ailleurs la photo qui arrive parce que c'est le personnage dans Buffy que tu joues. Il s'appelle Xander, Nicolas Brandon, ouais. qui est pas tellement un mec très sympathique dans la vraie vie. Hein. Il a un peu la mollesse avec sa femme, je crois. Non, c'est je crois que tu confonds. C'est Sacha Mitchell qui a eu des. Je crois que lui aussi. Ah ouais. Il me semble que lui aussi. Ah ouais Ouais, il me Ouais. semble. Alors pour l'histoire de Sacha Mitchell, c'est donc le personnage. Juste pour revenir, en fait, c'était pas vrai et il en a beaucoup souffert dans sa carrière. Non, mais je crois que lui, il y a eu des problèmes au moment des conventions de fans. Oui. Il y a eu des problèmes Puis, avec je crois qu'il a eu beaucoup avec l'alcool Avec et la l'alcool, drogue, surtout, je crois. Et je crois même qu'il a plus le droit de partir des États-Unis. Oui, je crois que c'est pour ça qu'il n'était pas venu à un Comic-Con. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, c'est dommage parce que c'était vraiment un super comédien, une bonne tronche quand même. Hein, regarde. Et alors, lui a doublé. J'étais mais comme à la maison, quoi. On a un débit très proche. Il parlait vite. Je parle vite. Il avait une décontraction que j'adorais. Et franchement, c'était un bon acteur. Je l'ai doublé après dans Esprit criminel. Il a fait d'autres petites choses. J'ai doublé dans une série qui n'a pas eu beaucoup de succès, qui s'appelle Kitchen Confidential. Yes. Où il faisait un pâtissier. Et cette série était magnifique. Mais c'est un bon acteur. Et c'est un bon acteur. Et je suis un peu... voilà, la vie, c'est la vie. Donc c'est dommage pour lui. Et là aussi, on parlait tout à l'heure de casting. Il y a Claire Guyot quand même, dans le rôle de Buffy, qui est quand même la voix de la petite sirène à Desperate Housewives. Ouais. Enfin voilà, et à Mamma Mia, parce que ça se joue en ce moment à Paris, j'y pense. Et il y a un comédien qui à l'époque... On connaissait sa voix, mais on le connaissait moins bien et qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui. C'est Nicolas Marié. Ben oui, Nicolas Marié qui faisait Giles. Ouais. Il y avait aussi Serge Falliu. Il y avait Malvina Germain, ma compagne, qui faisait Charisma Carpenter quand même. Et puis Virginie Ledieu qui faisait Willow. Il y avait Dorothée Gémin aussi. Il y avait un beau casting aussi, pas mal. Il y avait Sophie Arthuis. Sophie Arthuis, ouais. Qui faisait la voix de la petite amie de Giles dans la saison 2. Et qui en a dirigé aussi. Ouais.
Et qui est une formidable comédienne. Ouais, magnifique, j'adore. Et qui écrit des textes d'ailleurs pour le doublage. Ouais. Qui adapte. J'adore cette. Non, c'était une super équipe. J'ai beaucoup de très bons souvenirs là-dessus. Et revenons à Claude Lombard et au doublage de l'épisode musical. Oui. Parce que Claude Lombard a joué Tara dans la version musicale de. Oui, parce que Laurence Crouzet chante pas très bien. Donc elle a préféré parce que c'est un vrai épisode, c'est vraiment c'est une comédie chanté. musicale faite par Joss Whedon. Ouais, c'est vraiment chanté bien. T'as aussi Barbara Beretta, je crois, qui chante pour je sais plus qui elle a fait. Peut-être pour Alison Hannigan, peut-être. Oui, je me souviens plus. Et c'est toi qui le dirigeais, tu disais Non, pas du tout, c'est le papa de Barbara, c'est Daniel Beretta qui l'a dirigé. La voix de Schwarzy. Voilà, qui lui est un super chanteur et c'est lui qui fait le monstre qui nous envoie le sort pour qu'on se mette à chanter. Je crois qu'ils se sont fait hyper plaisir. Ouais. Mais ce qui est sympa, c'est qu'ils sont allés au bout. Au lieu de faire un petit truc musical à 2 balles, ils se sont dit bon bah allez, on se fait un épisode comédie musicale. Et les chansons sont cultes depuis 25 ans. Et les chansons sont super. Et bon, j'ai pas réécouté ça depuis très longtemps, hein. Mais oui, c'est sympa de faire ça. Et tout à l'heure, tu nous disais quand on en parlait, tu disais j'ai un petit truc à vous dire sur c'était ça, c'est Daniel, c'est Daniel Beretta. Ouais, c'est Daniel Beretta qui a une magnifique voix et d'ailleurs on l'a eu en doublage. C'est quelqu'un qui a fait ses débuts en chanson et tout avec Claude Lombard, avec Jean-Claude Corbel. Tout à fait, Jean-Claude Corbel. Alors moi j'ai connu Jean-Claude, on était au petit conservatoire de Mireille. Il y avait Fabienne Guyon à l'époque et tout ça. Et juste pour la génération, Jean-Claude Corbel a beaucoup chanté de générique. Et le générique de Olivier Tom, par exemple, c'était lui. Voilà. Malheureusement, disparu en 2004. Qui nous a quittés. En 94, je crois. Super chanteur et musicien d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qu'on disait au conservatoire de Mireille. Donc moi j'ai rencontré Jean-Claude au conservatoire de Mireille. Daniel Beretta, il a fait des disques quand il était plus jeune et il avait été dans une reprise sur scène des Parapluies de Cherbourg. Oui. Etc. Donc oui, c'est super chanteur. Hein. Super chanteur et super équipe. Et c'est vrai que Daniel Beretta, on l'a eu, on pense à lui. C'est un grand monsieur du doublage. Hasta la vista, baby. C'est ça. C'est quand même lui. C'est quand même lui, dans Terminator. C'est un Connor. Boum boum. C'est quand même pas mal. C'est quand même hallucinant. Ouais. Tout à l'heure, je vous disais que pour la poule et le coq, ça allait se prononcer pour reconnaître Marc Lesser. Je pense que la prochaine aussi, regardez. Alors, est-ce qu'on va la voir apparaître, cette petite photo? Les mouettes. Bah, c'est moi qui ai le plus de rôle dans Nemo, en fait. Puisque je fais toutes les mouettes. Avec des modulations et des... Alors, j'en avais marre de m'entendre. J'ai dû passer 2-3 heures. C'est Valérie Ciclet qui dirigeait, qui m'a fait venir là-dessus. Et j'ai passé 3 heures à faire « À moi, à moi, à moi, à moi ». Et puis après « À moi, à moi ». Oh moi, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais pendant des heures, non mais tu deviens fou en vrai. Oui, j'imagine. Mais pendant 3 heures, tu trouves ça moins drôle. J'ai fait, oui, mais je ne sais pas combien de pistes. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à mixer ça parce que c'est un énorme boulot de s'en sortir après avec toutes ces pistes. Et voilà, et c'est marrant que ce soit devenu culte. Et pour la petite histoire, quand il y a eu le monde de Dory avec Céline Mansart, c'est toujours Valérie qui a dirigé. Et ils ont tenu à ce que je viens de faire parce qu'il y a une des mouettes qui fait un caméo. Au cas où vous l'auriez pas remarqué. C'est vrai. Il y a un plan, un moment, je sais pas quoi, sur le port. Et tu passes, il y a une mouette, elle fait « à moi !» Et hop, ça Et ils ont voulu que je vienne. Alors je fais pas que ça, je fais avec Malvina, ils nous ont fait venir, on a fait un petit couple de crabes qui tondent de leur pelouse sous la mer, tranquille, quoi, voilà. Et qui donne des indications à Dory, je crois. Mais le coup du caméo, j'ai fait ah non, là c'est cool. Ça fait partie des petits plaisirs que tu peux avoir. À moi. Mais on n'arrête pas de m'en parler de ce truc-là, c'est marrant. Voilà, les à moi, vous le saurez. Il paraît qu'ils ont même pris ma voix pour à Disney. Ah, ça sent que il n'y a pas eu de contrat de ciné, hein. Non, enfin bon. Bref. Voilà, c'est autre chose. Parlons-en. Continuons avec un autre personnage et là on revient à quelque chose de peut-être plus récent parce que c'est aussi un dessin animé qui est culte. Alors ça c'est dans Fairy Tail. Ouais, Totomaru. Totomaru, ouais. Avec Brigitte, ça aussi on a fait. C'est possible. Ouais, il me semble. Totomaru. Oui. Ouais. C'est étonnant parce que ce personnage-là, par exemple, j'y suis pas tant que ça et on m'en parle souvent. Ben oui, il ressort souvent. Alors que moi, j'ai pas mis longtemps à le faire. Est-ce que tu penses que justement les voix que vous êtes,
donne de l'envergure à des personnages qui n'auraient peut-être pas eu d'envergure si c'était pas votre voix qui était derrière. Alors, je sais pas répondre à ça. Je pense que nos voix sur du dessin animé, encore une fois, donnent... c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit souffle de vie final du dessin. Je dis pas que le dessin se suffit pas à lui-même, mais il y a un petit truc vivant. C'est the cherry on the cake. C'est ça. Je pense que qui crée le lien avec les spectateurs. Là, en ce moment, je suis sur... Je sais pas si tu comptais en parler, mais je suis sur un animé qui s'appelle Jujutsu Kaisen, où je fais Satoru Gojo. Et c'est un succès de malade. Et mon personnage, déjà les gens l'aiment bien en VO évidemment, mais la VF de mon personnage a énormément de succès et ça m'étonne toujours un peu. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que cette magie-là opère quand il y a un lien quand même avec les personnages qu'on double, quel qu'il soit. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai souvent doublé des gogoles ou des psychopathes, alors il faut que je fasse un peu gaffe. Mais ça peut être dangereux. Mais il y a quelque chose, et je pense que quand il y a cette rencontre, il y a une magie qui opère, et les spectateurs sont certainement sensibles à ça. D'autre part, parce que une chose que je dis souvent, le doublage, faut pas oublier que c'est une adaptation, c'est pas juste une traduction, c'est vraiment une adaptation culturelle d'une œuvre étrangère. C'est-à-dire que on parle à l'inconscient des spectateurs avec les intonations de leur langue. Et c'est un des déclics pour le succès d'un doublage. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on parle dans la version, je repense à cette version de Friends où vous parlez de Michael Jackson en disant que c'est le Claude François noir. Dans la version française, il faut s'adapter. Il y a un truc improbable. Ouais. Il dit bah oui, je comprends pas comment il danse. Son corps est indépendant du reste de ses jambes. Et vous dites c'est le Claude François, c'est le Michael Jackson noir. Bah ouais, faut mettre ça dans le contexte. Michael Jackson était peut-être pas si célèbre que ça à l'époque, quoi, quand même. Si Michael Jackson, mais pas Claude François aux États-Unis. Mais Claude François aux États-Unis, non. Un peu moins. Et à mon avis, c'était pas dans la VO. Mais c'est le problème de l'adaptation. D'ailleurs, le gars qui écrivait, Jean-Jacques Pron, il avait souvent peu de temps pour écrire parce que tout ça se faisait un petit peu au cul du camion, comme on dit. Et il venait sur le plateau et ça l'énervait parce que nous, des fois, on trouvait mieux que sa blague à lui pendant qu'on enregistrait. Et il disait mais pourquoi j'y ai pas pensé? Surtout que lui, il passait plus de temps que nous, finalement, sur chaque scène, sur chaque phrase. Mais nous, ça nous venait. Les gros camions. Mais ça venait de deux choses. D'abord, on se connaissait bien, on finissait par bien connaître nos personnages et la série. Et puis, ce qu'on lui disait, c'était pas pour le flatter, mais c'est que son texte était bien déjà au départ. Et quand tu as un bon texte, ça te permet de rebondir et d'aller plus loin. Alors lui, il nous traitait évidemment de vil flatteur. Mais c'est vrai que si tu as un bon texte, ça t'inspire plus. Il nous reste 2 personnages à mentionner avant la fin de cette émission. L'un est peut-être moins connu, mais j'avais envie qu'on termine dessus parce qu'il y a beaucoup d'adaptations aujourd'hui qui vont être faites, notamment avec Jean Dujardin. Voici un personnage, un générique qu'on va regarder. De Zorro. J'avais oublié. Et t'étais Zorro quand même, donc j'étais Zorro, ouais. Classe, hein. Ouais, carrément classe, ouais, carrément bien. Ah non, mais c'est carrément délire même. Oui, carrément délire. Ça devait être la même époque, ouais, d'ailleurs. Et je me souviens, c'est les bons souvenirs. C'est vrai que ça nous a permis d'interpréter des rôles. Je pense que j'aurais jamais joué Zorro à la télé, quoi. Je n'avais pas vraiment le physique pour ça. Mais c'est ce que permet le doublage déjà. Et puis c'est souvent des histoires d'équipe. Il me semble qu'il y avait aussi Philippe Auguste là-dessus. Je me souviens que Francette Vernilla faisait un gamin aussi là-dedans. C'était une dame qui faisait souvent des enfants. Mais Francette Vernilla, c'était la voix de Tom Sawyer. C'est ça, de Tom Sawyer, voilà, exactement. Et j'adore. Non, c'était génial à faire. Tu te transformes en Zorro. Moi, quand j'étais petit, c'était mon idole. Je regardais la série Disney justement. Et la série avec Guy Williams, évidemment, dans le Disney Channel. Et on va terminer justement avec un personnage qui, à mon avis, va parler à plein de générations parce que c'est un dessin animé qui est culte. Et tu as eu un rôle dedans. On va voir si tu le reconnais. Oui, c'est Hamilton dans Cars, quand même. Ouais, c'est le mec qui entraîne. Comment il s'appelle déjà McFly. Oui. C'est pareil. C'est étonnant comment un personnage peut prendre de l'importance
Moi, j'ai mis que 3 heures, je crois, à l'enregistrer, parce qu'il n'est pas là tant que ça, quoi. Mais oui, c'est agréable de bosser sur ces films. C'est des films qui sont quand même très, très bien faits, très super scénarisés. Les personnages sont beaux, quoi. Ouais, carrément. Cars, ouais. J'aime moins les derniers Disney, il faut pas trop le dire. Mais... mais oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, il y a une annonce, il y a pas très longtemps, de Disney qui annonçait qu'ils allaient revenir à la 2D, au dessin animé en 2D, parce que voilà, je pense qu'il y a une envie de revenir à quelque chose de plus J'ai revu donc les Aristochats là sur grand écran. Sur grand écran, une belle copie, un très beau son. C'est de la peinture animée, quoi. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et d'ailleurs, tu remarques qu'il y a des flous, qu'il y a des ombres, qu'il y a des trucs, mais c'est ce qui donne le charme à ces dessins animés. Qu'est-ce qu'il est beau, ce dessin animé, les Aristochats. Non, mais c'est dingue. Mais tu prends tous ceux de cette génération-là. Il y a Pinocchio, mais t'as Robin des Bois, le livre de la jungle, il est magnifique. Dumbo. Voilà, alors après, on est peut-être attaché à des choses parce qu'on les a connus enfants, on a un peu de nostalgie, tout ça. Les Aristochats, alors si vraiment vous l'avez pas vu, je vous le conseille, posez-vous devant votre télé, regardez-le sur Disney Channel, c'est vraiment... Non ? Si, mes chats, j'ai pris les noms des Aristochats. C'est vrai. C'est drôle. Il s'appelle Berlioz. J'ai Berlioz, Toulouse et O'Malley. Génial. C'est très génial. Bien. Très bonne idée. Tu vas pouvoir leur faire écouter la chanson des Aristochats. Oui, évidemment. On va se mettre tous ensemble sur le canapé. On veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est 4, retourne sur ses pattes. Maurice Chevalier, quand même, qui chantait ça. Non, ça, c'était. Lui, il chantait le générique. Il chante le générique. Et d'ailleurs, j'ai jamais entendu. Tiens, tu vas nous chercher ça, Alexandre. D'accord. Il paraît qu'il y a une version. Il a fait en anglais aussi. Oui, il a exactement. fait la version originale. Exactement. Parce que Disney adorait Maurice Chevalier. Il paraît même que Maurice Chevalier a tourné dans des films de Disney. Eh ben écoute, je vais te trouver. Une recherche. Tiens, un truc. Il a essayé de me pincer pendant toute l'émission. Lui qui est pointu surtout. Putain, je vais le chercher. Un peu de boulot pour ce week-end prochain. Ce week-end. Putain, si ça tombe ce soir, je te pourris ton week-end. Je te pourris ton week-end. On finit cette émission, mais je voulais quand même remercier Marc d'être venu pour cette émission, parce que je sais que surtout pour les comédiens, les semaines sont très chargées, mais les week-ends le sont tout autant avec les conventions. Tout va bien. Et c'était un plaisir de pouvoir te recevoir à nouveau. Et j'en profite à travers toi pour saluer évidemment, au-delà de ça, toute l'équipe de Dragon Ball que vous retrouvez souvent en convention, ma grande amie Brigitte Lecordier qu'on adore, et toute l'équipe qui gravite autour. Et on embrasse Emmanuel Curtil, ton comparse aussi, parce que voilà, vous nous avez offert de très très beaux moments à la télé. Et puis rappelez, parce qu'on a essayé de le montrer dans cette émission, que les acteurs, les actrices, celles et ceux qui prêtent leur voix aux comédiennes et aux comédiens qu'on aime suivre à la télévision ne sont pas des sous-comédiens, ce sont de très très grands artistes qui les accompagnent. Et souvent, on se souvient des séries, des films, par leur voix ou par un générique, mais souvent par leur voix, et rien que pour ça les souvenirs remontent en mémoire. Je pense que même en régie il y a des projets qu'ils ne connaissaient pas, mais la voix par contre effectivement c'est familier et ça parle à tout le monde, donc voilà. Eh ben merci beaucoup pour des gens cool. Prestigieux et précieux qu'on aime recevoir dans cette émission. Sarah s'est reposée cette semaine pour les publicités, mais la prochaine fois elle reviendra et on se fera des publicités parce que c'est sa spécialité dans le club. On a encore pas mal de belles choses. Merci à Robinson qui était à la réalisation. Je n'aurai qu'un mot à dire. Merci copain de moi. Merci copain de moi. À très bientôt. À vite.